on a un plan pour cette séance de formation. Qu'est-ce que l'État? On va parler des caractéristiques de l'État, de la notion de souveraineté et on va parler des formes de l'État. Un État, caractéristique de l'État, l'État, c'est d'abord une géographie. Il n'y a pas d'État sans territoire et donc il n'y a pas non plus d'État sans frontières terrestres, maritimes et aériennes. Je fais une petite incise, mais on y reviendra sans doute. Un État qui ne contrôlerait pas ses frontières terrestres, maritimes ou aériennes, que ce soit pour des raisons militaires ou pour savoir tout simplement qui rentre ou qui sort de chez lui, voilà, bah, ce serait pas un État. Rapidement, ça tiendrait plus la route. Une des raisons qui rend compliquée la théorie de certains sur la liberté d'installation dans le débat sur l'immigration. Alors, un État n'est pas obligatoirement continu, hein. Vous connaissez la situation même de la France où vous avez plusieurs parties de la République française qui sont outre-mer, où il n'y a pas de continuité terrestre. Et on a 192 États qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Il y en a quelques autres qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies. Ils ont tous un territoire, même le Vatican et en théorie la Palestine, puisque la Palestine a été reconnue comme État par l'Assemblée générale de l'ONU. Et pour l'ONU, c'est que le territoire de la Palestine, c'est la Cisjordanie et Gaza, selon les frontières de 67. Par contre, il y a des territoires sans État, c'est le cas de l'Antarctique, qui est géré par un traité international particulier. Alors, un État, c'est aussi une population. Il n'y a pas d'État sans population identifiée. Évidemment, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, un État où il y aurait liberté d'installation et où on ne sait jamais qui rentre, qui sort, et surtout qui rentre, ça rend extrêmement compliqué de déterminer quel service on apporte à la population, quelle capacité on développe pour répondre à la population. Et d'une certaine manière, pour les juristes classiques, seule une nation peut constituer un État, c'est-à-dire une communauté d'individus liés par un passé, un présent et une volonté implicite ou explicite et parfois contrainte de vivre ensemble. Je m'explique. Vous connaissez la fameuse citation d'Ernest Renan disant que la nation est un plébiscite de tous les jours. Alors évidemment, on ne se lève pas, nous, Français, tous les matins en se disant, ah, chouette, j'appartiens à la nation française et je me réveille tous les matins en me disant que j'adhère à la nation française et que j'adhère à tous ses principes. Mais c'est ce qu'on appelle la volonté implicite. C'est pas simplement le vivre ensemble, mais c'est le fait de vouloir vivre ensemble et de reconnaître, on va dire, une partie des institutions. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez la plupart des États qui sont fondés sur une base nationale. On va voir que c'est aussi un peu plus complexe que ça. Un État, une population, donc on revient sur la notion floue, puisque vous avez eu, et il en existe encore, des États plurinationaux. L'Autriche-Hongrie était un État plurinational, la Yougoslavie était un État plurinational, la Russie, si tant est que tout le monde ait envie de vivre ensemble en Russie dans le cadre actuel, est aussi un État plurinational. Et de nombreux pays d'Afrique sont des États plurinationaux. Vous avez eu aussi le cas de nations qui sont réparties entre plusieurs États, divisées entre plusieurs territoires. Le cas le plus classique, c'est effectivement la RFA et la RDA jusqu'en 1990. On a évidemment d'une manière générale, il se trouve que la Seconde Guerre mondiale a mis un terme à tous les sujets là-dessus. Le cas complexe de l'Allemagne et de l'Autriche, et jusque dans les années 30, y compris à gauche, tout le monde considérait que les Autrichiens étaient des Allemands d'Autriche. Et il y avait potentiellement l'idée de créer une grande république des Allemands
entre les deux guerres. Et puis vous avez évidemment les cas compliqués, voire potentiellement déflagrateurs de la Chine et de Taïwan, de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, ou un sujet dont on aura peut-être l'occasion de parler dans les années à venir, qui est celui de la République d'Irlande et de la province d'Irlande du Nord qui est rattachée au Royaume-Uni. Il y a aussi des nations qui n'ont pas de territoire et qui n'ont pas d'État. Évidemment, on peut penser à la question kurde. Alors, un État, ce sont aussi des institutions. Et l'État ne sort pas de nulle part. Il n'y a pas d'État génération spontanée. On claque dans les doigts et tout à coup, il y a un État qui apparaît. Les États qui ont été créés de toutes pièces, d'ailleurs, dans le cadre de la décolonisation, notamment en Afrique, on a vu l'ensemble des problèmes et des guerres civiles que cela a pu produire, ou que cela d'ailleurs suscite encore dans ces pays, puisque effectivement on peut considérer là que les puissances métropolitaines, même dans le cadre de la décolonisation, avaient créé des États plus ou moins artificiels de toutes pièces, mais même là aussi il y avait préexistantes des institutions coloniales dont localement, régionalement, des États décolonisés ont pris la suite. En fait, sur une base très ancienne, féodale, médiévale, vous aviez en réalité des pouvoirs qui contrôlaient un territoire de manière, on va dire, plus ou moins prédatrice dans certains cas, et pour qu'ils puissent se perpétuer, pour qu'ils puissent perdurer au-delà de la force brute et d'une dynastie ou de quelques conquérants, chevaliers ou seigneurs locaux, ça a nécessité de bâtir des institutions qui ont permis une stabilité et donc une transmission du pouvoir. Et progressivement, l'État s'est dissocié des personnes physiques qui le dirigeaient. L'État est devenu une personne morale qui n'est plus finalement le patrimoine de ses dirigeants. Et même d'une certaine manière, cette idée de continuité de l'État a commencé à s'incarner. Cette transition, ce moment où l'État passe d'un patrimoine, d'un seigneur, d'une autorité personnelle à une autorité personne morale, on peut le voir dès la monarchie médiévale, en tout cas en France, mais on pourrait le dire pour plusieurs monarchies européennes. Le roi est mort, vive le roi. C'est une forme de continuité de l'État au travers de la personne, au travers de la personne royale, et petit à petit le passage de l'État propriété d'une personne physique ou d'une dynastie à l'État qui devient une personne morale. Et donc c'est pour ça, en définitive, qu'il est plus facile de décapiter le chef de l'État. Les Anglais l'ont fait, les Français aussi, que de décapiter l'État lui-même. Par contre, effectivement, on le sait, et nous avions d'ailleurs fait un communiqué de presse à l'époque là-dessus, agresser le chef de l'État, c'est aussi agresser l'État. Je fais référence à la gifle récente qu'a reçue Emmanuel Macron il y a 2 ans, je crois. Mais on pourrait parler de toutes les agressions en direction de chefs d'État où évidemment c'est l'État lui-même qui en réalité est visé à travers le chef de l'État qui en incarne la personne morale. L'État, seul détenteur de la violence légitime. Donc, l'État vise à créer une stabilité. C'est État, stabilité, ça vient de la même racine latine. Je vous avais dit que les dirigeants passent, l'État demeure, le roi est mort, vive le roi, j'en parlais il y a quelques minutes. Et donc, cette permanence de l'État, cette permanence de l'autorité d'État, va transformer la force brute initiale dont je parlais tout à l'heure, un potentat local en général fondé sur le contrôle par la force et la violence, va passer de la force brute initiale à une existence en droit.
la force du pouvoir devient le droit du pouvoir, et c'est ce droit du pouvoir qui lui confère une forme de légitimité. Donc c'est là l'origine des fonctions régaliennes, qui sont en fait au départ les fonctions de répression et d'usage de la violence. La police réprime ceux qui s'en prennent à l'État de l'intérieur. L'armée réprime ou attaque ou nous défend de ceux qui s'en prennent à l'État de l'extérieur. Et la justice évalue les différents niveaux de répression intérieure, prison, amende, exil, peine capitale, etc., etc., toutes sortes de peines d'ailleurs. Voilà. Alors, État et violence légitime, on va parler de la droite et la gauche. Effectivement, sur l'État et la violence légitime, on a eu un problème à gauche. Et la gauche, avec l'État au 19e siècle, a eu un problème de conception, puisque si vous regardez sur la gauche de l'écran, les monarques très sympathiques du 19e siècle, qui sont en réalité des pouvoirs, soit les monarques, soit Bismarck en tant que chancelier de l'Empire allemand, ce sont des ultra-conservateurs, des réactionnaires qui ne vont pas hésiter à utiliser tous les outils de répression par rapport aux aspirations populaires, et que cet usage de l'État comme étant essentiellement, s'exprimant essentiellement par l'usage de la violence légitime, a forcément inspiré la pensée de la gauche, la pensée révolutionnaire, dans leur théorie contre l'État. Le 19e siècle, c'est d'abord celui d'une Europe monarchique où le rôle des États s'exprime essentiellement dans la répression des peuples et des travailleurs. La gauche a dû faire une transformation de sa théorie, et c'est pas venu de manière, comment dire, c'est pas venu de manière spontanée non plus, à partir du moment où l'État s'est mis à développer son intervention dans d'autres champs d'intervention que celui de l'usage de la violence illégitime, mais les champs d'intervention économiques, sociaux. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on continue d'avoir une sorte de bipartition droite-gauche de la vision de l'État, où pour la droite, l'État se concentrerait uniquement sur les missions régaliennes, tandis que la gauche voudrait que l'État se concentre avant tout sur les champs économiques et sociaux, même si on ne peut pas avoir d'État uniquement dans les champs économiques et sociaux. Donc, on passe à la diapo suivante. La personne morale de l'État s'appuie sur des institutions permettant d'exercer de manière stable le pouvoir de contrainte légitime sur une population vivant dans les limites de territoire. Et c'est là qu'on parle de souveraineté de l'État, puisque cette puissance de contrainte légitime sur la population lui confère une supériorité qui est l'attribut de la souveraineté. Dans toutes les théories de l'État dès la Renaissance, la souveraineté est conçue comme absolue, perpétuelle, indivisible. Et on retrouve ça donc dans le livre de Jean Bodin qui s'appelle De la République, qui est écrit d'ailleurs en plein milieu des guerres de religion. Donc, en réalité, le débat depuis la Renaissance porte non pas sur le fait de savoir s'il y a souveraineté dans l'État ou pas, mais sur qui est le titulaire de la souveraineté. Donc, souveraineté de l'État, c'est là où on a l'opposition entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, la souveraineté nationale ayant des conséquences sur l'organisation des pouvoirs, mais pas sur le contenu de la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État, c'est être maître chez soi, être indépendant. Et donc, la souveraineté ne se partage pas. Hein. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la décision du Conseil constitutionnel en 92 sur le traité de Maastricht, qui implique qu'il faut adapter, et il faut que le peuple souverain adapte la constitution de la République française pour permettre l'adoption du traité de Maastricht. Et en fait,
ce sur quoi on s'est prononcé en 92, c'est aussi et avant tout sur le changement dans la Constitution qui permet que la nation souverainement décide de ratifier le traité de Maastricht. Mais il y a donc forcément des régulations nécessaires pour éviter les confrontations entre États. Et il y a aussi des mises en commun de compétences. La monnaie et la défense, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Union européenne, mais ça s'est passé dans d'autres endroits. C'est le cas donc avec l'Union européenne ou les traités d'alliance militaire comme l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, hein, qui est un peu plus qu'un traité d'alliance militaire, qui est une organisation qui s'est bâti autour du traité de l'Atlantique Nord. Et vous avez aussi la question de la Cour pénale internationale, où certains se sont demandé si c'était justement pas la première production institutionnelle post-souverainiste. Toujours est-il que si la souveraineté ne se partage pas, la souveraineté a des limitations, et ce sont dans ces limitations que on peut faire coopérer les États de manière plus ou moins importante, de manière plus ou moins intégrée entre eux. La souveraineté dans l'État maintenant. Alors, peut-on avoir une souveraineté absolue et un état de droit en pratique relatif et limité? Au départ, l'état de droit, ça signifie que, on a une organisation rationnelle de l'ordre juridique, pas forcément une garantie des droits et libertés individuelles. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un état de droit avec des règles, avec un ordre, des règles supérieures, avec des règles inférieures qui sont soumises aux principes des règles supérieures, etc. Et qui est un état de droit où les libertés et les droits des individus et les droits collectifs sont extrêmement réduits. Ça serait quand même, en théorie, un état de droit. Mais cet état de droit, en fait, il est conçu comme étant des règles qui s'imposent finalement aux dirigeants de l'État eux-mêmes, ce qui permet de limiter leur arbitraire. Ça empêche d'agir selon son bon plaisir. Et d'une certaine manière, un des acquis de la Révolution française, un des acquis des réflexions politiques et philosophiques de la période des Lumières, ça a été d'empêcher les monarques, les dirigeants, d'agir selon leur bon plaisir. On va plus pouvoir, en théorie, balancer par lettre de cachet quelqu'un à la Bastille, au cachot, sans que on ait respecté un certain nombre de règles. C'est pas le bon plaisir du roi. C'est ce qui est intervenu plutôt en Grande-Bretagne avec l'habeas corpus et le Bill of Rights. En tout cas, c'est une limitation du bon plaisir du monarque, du bon plaisir du dirigeant pour limiter l'arbitraire. Et donc, l'État lui-même finit par se soumettre au droit qu'il a créé, et ce droit qu'il a créé finit par garantir leurs droits aux citoyens, et donc l'État finit par garantir les droits des citoyens avec un niveau de droit plus ou moins important. Donc l'État de droit limite là aussi la souveraineté et soumet les créateurs du droit, c'est-à-dire les dirigeants, aux interprètes du droit que sont les juges. D'une certaine manière, on pourra en parler, mais c'est en fait tous les systèmes de cours constitutionnels ou de cours suprêmes qui sont là pour interpréter la constitution d'un État et qui disent finalement aux législateurs qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, qu'il y a des principes supérieurs qui ont été par ailleurs décidés par le peuple souverain, puisque le principe supérieur, c'est normalement la Constitution, et que ces principes supérieurs, ils ne peuvent pas être enfreints par le législateur ou par le dirigeant. C'est un des débats qui, d'ailleurs, a eu lieu entre la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République. On pourra en reparler dans une future séance de formation sur les régimes politiques. Mais au départ, l'idée révolutionnaire, c'était que le Parlement était le représentant du peuple souverain et que le Parlement, finalement, avait tous les droits puisqu'il était représentant du peuple souverain. Là, non, on a le droit avec sa règle suprême
qui est tout en haut de l'échelle de l'état de droit, qui est la Constitution. Et on a des juges du droit constitutionnel qui viennent expliquer de temps en temps aux législateurs que, attention, oui, vous représentez le peuple, mais le peuple a voté une constitution que vous devez respecter, et donc les lois que vous votez doivent respecter la constitution. Donc, avec l'état de droit, on passe de l'état légal à l'état légitime. Les gouvernés consentent à être dirigés par les gouvernants qu'ils choisissent. Les dirigeants organisent la protection des droits et pour cela, il faut un ordre juridique, une hiérarchie des normes qui suppose des règles supérieures, la Constitution et puis toute une série de règles, les lois, puis les règlements, etc., etc. Le non-respect de ces règles entraîne la nullité des lois ou des règlements concernés. On peut aujourd'hui, et même après coup, considérer que des lois ou des règlements ne respectent pas la Constitution ou plus largement le bloc de constitutionnalité. Et au départ, c'est par le contrôle, déjà même a priori, puisque je vous rappelle qu'il y a un avis du Conseil d'État quand le gouvernement dépose un projet de loi qui lui dit faites attention, là le Conseil constitutionnel il va râler. Puis a posteriori, juste avant la promulgation de la loi, quand la loi est votée, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, peut dire attention, telle chose ne respecte pas, on censure telle disposition de la loi ou toute la loi. C'est arrivé encore récemment avec la loi sur l'immigration. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité, où après un certain parcours juridique, vous avez des règlements, des lois, tout un tas de choses qui sont réexaminées par le Conseil constitutionnel et qui peut faire tomber ces lois, règlements, etc., si effectivement il s'avère que on n'avait pas fait gaffe à l'époque, mais ça ne respecte pas la Constitution ou le bloc de constitutionnalité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cette conception démocratique s'est établie peu à peu depuis la révolution philosophique qu'ont représenté les Lumières, mais aussi à partir des révolutions américaines et françaises. Alors, on va parler maintenant des formes de l'État et on va aborder la question de l'État unitaire. L'État unitaire centralisé, ça c'est nous, a priori, au départ, c'est la France. Toutes les décisions viennent du centre de pouvoir de l'État. Il y a centralisation des organes. Il y a un chef, un gouvernement, un parlement, une constitution, un même droit pour tous. Donc, c'est le modèle de la France avec, on l'a vu comme conséquence, on va dire, exagérée, mais ce n'est pas uniquement à cause de questions juridiques, le risque de Paris et le désert français. Il y a quand même aussi beaucoup de choses en matière d'organisation économique et sociale qui ont aussi produit Paris et le désert français. Hein. Ce n'est pas uniquement des questions d'organisation de l'État, même si ça joue beaucoup. Mais en réalité, la France, c'est très rapidement, et même c'est dès la Révolution française, déconcentré. Hein. Vous savez qu'il y a le débat entre Girondins et Montagnards ou Girondins et Jacobins. En réalité, il n'y a pas tout noir ou tout blanc d'un côté. On est beaucoup sur du gris clair et du gris foncé. Les Jacobins ont compris aussi que pour avoir cet État fort, unitaire et centralisé, il y avait besoin de déconcentrer l'État pour qu'il puisse être efficace auprès des citoyens et dans les territoires. Donc, cette déconcentration de l'État, c'est le transfert de décision, le transfert du pouvoir de décision en interne à l'institution, aux autorités les moins élevées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe le moindre truc sur une petite partie du territoire, ça ne va pas remonter au gouvernement pour lui dire, ah, chef, qu'est-ce qu'on fait à trifouiller les oies, il s'est passé un truc. Donc, nous, on a créé pour ça les départements, et puis Napoléon a créé les préfets pour gérer ce genre de petite joyeuseté. Ce n'est pas une délocalisation. La délocalisation, en fait, c'est les rois capétiens ou valois
qui se baladaient dans les châteaux de la Loire ou dans le bassin de l'Île-de-France et qui déplaçaient avec eux leurs cours et qui, en fonction des moments, prenaient leurs décisions en tel ou tel endroit où ils avaient installé leurs cours. Les compétences de l'État sont exercées pour les tâches réglementaires par un agent désigné par l'État au nom de l'État. C'est donc, comme je le disais tout à l'heure, le préfet créé par le consulat et Napoléon. Et un des derniers euh, présidents du Conseil, Premier ministre de l'autre Napoléon, le Napoléon III, qui était républicain et puis qui est devenu extrêmement modéré pour devenir Premier ministre à la fin du Second Empire, avait très bien expliqué, on va dire, ce qu'était le préfet. C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche. Hein. Le préfet n'est qu'une prolongation du gouvernement central. État unitaire décentralisé contre État plutôt en comparaison avec l'État régional. Donc, la France, au départ, était un État unitaire qui est rapidement devenu un État unitaire déconcentré. Et nous sommes passés, à partir des années 80, et puis vous savez que maintenant c'est dans la Constitution française, la République française est une république décentralisée. L'État décentralisé transfère certaines de ses compétences administratives au niveau local, mais en les confiant à une autorité émanant du territoire lui-même. La région est chef de file sur le développement économique. Elle ne fait pas des lois sur le développement économique pour son territoire régional, mais dans le cadre des lois qui sont établies par l'État central, par le Parlement national et mises en œuvre par le gouvernement national, elle met en place des politiques publiques qui permettent d'accompagner les politiques publiques d'État pour favoriser le développement économique. Voilà. C'est ça la décentralisation. La région s'occupe des lycées, le département s'occupe des collèges. C'est ça la décentralisation. L'État régional, ou plutôt l'État régionalisé, c'est un État qui reconnaît de véritables autonomies politiques avec des spécificités culturelles, linguistiques ou religieuses. C'est un modèle qui existe en partie en Italie, puisque vous avez des régions italiennes qui bénéficient soit pour des causes géographiques, insularité, soit pour des causes culturelles. Vous avez des régions d'Italie qui bénéficient d'une autonomie extrêmement importante. Pour les régions à autonomie, on va dire, culturelle, c'est la question du Val d'Aoste, où en fait vous avez une population très largement francophone. Le Trentin au Adige, où vous avez une énorme minorité germanophone. Et je crois que c'est le Frioul tout à l'est, à la limite de l'Autriche et de la Slovénie, où vous avez une minorité qui parle le frioulan. Mais c'est surtout le modèle espagnol où vous avez non seulement des autonomies régionales sur une base linguistique et culturelle, c'est le cas pour la Galice, la Navarre, le Pays basque ou la Catalogne, ou des questions d'insularité, hein, Baléares, Canaries, etc. Mais vous avez en fait toute l'Espagne qui a des autonomies culturelles, des autonomies régionales importantes, avec des niveaux d'autonomie selon les régions plus ou moins importants. Le niveau d'autonomie de la Généralité de Catalogne est plus important que le niveau d'autonomie de la Castille-Léon, par exemple. Et donc forcément, on l'a vu encore récemment et ces dernières années, ça peut entraîner des conflits de légitimité, des conflits de pouvoir entre l'État central et l'institution régionale, évidemment. Alors, forme de l'État, on va maintenant parler de l'État fédéral. Un État fédéral, à la base, c'est une coexistence d'États qui conservent leur identité et leur pouvoir d'auto-organisation tout en se dotant d'une superstructure commune. Vous avez donc un fédéralisme par association, c'est le plus fréquent, des États souverains qui se
regroupent dans un nouvel État pour transférer une très grande partie de leurs compétences et abandonnent les attributs de la souveraineté externe, l'armée, la diplomatie, la monnaie. C'est le cas typique de la transition du fédéralisme américain en plusieurs étapes, hein. Le fédéralisme des États-Unis d'Amérique s'est réellement établi en 1787. Et plus rarement, vous avez un État unitaire traversé par de fortes contradictions qui finit par devenir une fédération, ce qu'on appelle le fédéralisme par dissociation, ce qui est arrivé à la Belgique, où aujourd'hui vous avez même une partie des partis flamands qui demandent à passer même à un stade confédéral. On en reparlera. Donc, forme de l'État fédéral, on va aborder la question du principe de superposition. Alors, en général, les constitutions fédérales énumèrent les droits fondamentaux que leurs entités fédérées doivent respecter. La fédération exerce les fonctions régaliennes et dans leur domaine de compétences, dans ces domaines de compétences, la loi l'emporte sur la loi de l'État fédéré. Les entités fédérées peuvent avoir une constitution. C'est le cas aux États-Unis. Chaque État fédéré des États-Unis a une constitution qui peut être d'ailleurs parfois avec des principes d'organisation au niveau de l'État fédéré qui peuvent être relativement différents de la constitution fédérale. Et ces entités fédérées ont une constitution, un exécutif, un pouvoir législatif et parfois un pouvoir judiciaire. En tout cas, c'est comme ça aux États-Unis. La Belgique, c'est très compliqué parce que vous avez deux niveaux de fédération. Vous avez un niveau régional, territorial, les Flandres, la Wallonie, Bruxelles, et vous avez un niveau communautaire ou linguistique, néerlandophone, francophone et germanophone, et chaque niveau fédéral avec des institutions différentes et des politiques publiques différentes pour s'occuper de leur champ de compétences. Il se trouve que les Belges ont encore fait plus compliqué puisque les Flamands ont décidé de fusionner leurs entités fédérales, régionales, territoriales et leurs entités fédérales communautaires linguistiques. Donc, la communauté néerlandophone et la région Flandre ont fusionné, tandis que la communauté francophone, qui s'occupe de Bruxelles et de la Wallonie, subsiste, et vous avez bien une région Bruxelles et une région Wallonie. Et dans la région Wallonie, vous avez en plus une communauté germanophone sur le nord-est de la Belgique. C'est les anciens, autour des communes d'Eupen et Malmedy, qui ont été rattachés à la Belgique au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, autre type de construction fédérale, associe ses Länder à la politique extérieure, puisque vous avez un membre du Bundesrat. Le Bundesrat, c'est la chambre des Länder, qui siège au Conseil de l'Union européenne lors de certaines consultations, et notamment quand au Conseil de l'Union européenne, vous avez des sujets qui, en général, concernent les compétences des Länder ou l'organisation territoriale de l'Allemagne. C'est un peu comme si on envoyait le président du Sénat au Conseil de l'Union européenne pour accompagner le Premier ministre ou le président de la République française quand on aborde la question de l'organisation territoriale française. Voilà, ça serait marrant à voir. Vous avez, dans la forme de l'État fédéral, un principe d'autonomie. Donc, la Constitution fédérale fixe la répartition des compétences entre fédération et entités fédérées. Les compétences des entités sont les compétences en général de droit commun et les compétences de la fédération sont spécifiques, elles sont précisées. Mais de plus en plus, les États fédéraux ayant pris du pouvoir dans l'histoire, le fédéral finit par empiéter sur le pouvoir des entités fédérées. C'est la théorie des pouvoirs implicites du Congrès des États-Unis d'Amérique qui a été validée par la Cour suprême en 1819. Et par exemple, le fait que la fédération allemande
peut légiférer pour l'intérêt général et garantir et doit pouvoir garantir des conditions de vie équivalentes à tous les Allemands sur l'ensemble du territoire fédéral, quelle que soit la volonté des Länder. Ce n'était pas forcément le cas au départ. Pourquoi j'évoque ce sujet-là? Parce qu'en France, vous avez une résolution du groupe socialiste et républicain au Sénat en juin 2020 qui avait proposé de définir spécifiquement et de manière limitative les compétences de l'État national pour laisser le reste aux collectivités. Si vous revenez sur ce que je viens de dire il y a quelques minutes, c'est spécifiquement une des distinctions entre l'État unitaire et l'État fédéral. Donc, en fait, la logique de cette proposition de résolution, si elle avait été mise en œuvre et transformée en loi, d'abord adoptée, heureusement non, et ensuite transformée en loi, voire en loi constitutionnelle ou de niveau organique, c'était d'une certaine manière aller sur le chemin d'une transformation de la République française en État fédéral. Quand même assez particulier. Principe de participation, les entités fédérées participent à la vie politique nationale et à l'élaboration des normes fédérales. Cela se traduit le plus souvent par le fait qu'il y a un Parlement avec deux chambres. La première chambre qui représente le peuple, la deuxième chambre qui représente les États fédérés. C'est le Sénat aux États-Unis d'Amérique, c'est la Chambre des États dans la Confédération helvétique, c'est le Bundesrat en Allemagne ou en Autriche. Et les deux chambres ne sont pas forcément égales en pouvoir, mais la Chambre des entités fédérées est associée en général à la procédure de révision constitutionnelle. Les représentants peuvent être élus par le peuple. C'est le cas pour le Sénat des États-Unis d'Amérique. Hein, vous avez deux sénateurs par État fédéré qui sont élus directement par les citoyens de chaque État fédéré. Et en Allemagne, ils sont nommés par le gouvernement des Länder. Donc là, on est plutôt sur une logique indirecte. Voilà. Et aux États-Unis, chaque État a la même représentation au Sénat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est deux sénateurs par État fédéré. Une confédération. Parce que vous me dites, ouais, fédération, fédération, mais il y a aussi des confédérations. Est-ce que ça existe vraiment? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord, en théorie, une confédération? Une confédération, c'est une association d'États, c'est la forme la plus relâchée de l'État composé. On réunit les gens par un traité, on réunit plusieurs États, et qui, s'il ne reconnaît pas en réalité le maintien intégral de la souveraineté des États, on passe en réalité à une constitution fédérale. Avant 1787, avant que les États-Unis d'Amérique aient leur constitution totalement adoptée, en fait, les États-Unis étaient une confédération et le choix politique qui a été fait, le débat politique qui a eu lieu entre la guerre d'indépendance, l'indépendance, puis 1787, ça a été de savoir si on faisait une confédération ou une fédération. Le choix de 1787, c'est un choix fédéral. D'une certaine manière, la guerre civile américaine, ce qu'on a, nous, en Europe, on appelle la guerre de sécession, est le dernier avatar de ce débat entre confédération et fédération. Pas uniquement pour libérer les esclaves noirs. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ça au départ la réalité de la raison de la guerre civile américaine. Et la Confédération suisse est devenue une fédération en 1848 à l'issue d'une guerre civile helvétique. Et donc, en réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de confédération véritable. Et donc, certains disent que une fédération, c'est une confédération qui a réussi. Voilà. Donc, nous avons terminé la présentation de ce soir.